il faut que ba Rwanda ba vendre na bois là-bas ou ba Congolais ba vendre na bois là-bas. Mais ba besoin que ba Congolais zo lave kusala agriculture ya una ba kwenda kubaka ba Rwandais. Bazonza tia tout autosuffisance alimentaire d'ici à 2000 inki ba salak. Inki ba salak, inki ba mepes na ba jeune. C'est l'année de la jeunesse, non? Mais c'est pas là où on devait mettre la jeunesse à faire l'agriculture. Mais s'il y a un créneau pourvoyeur d'emploi au Congo, mais c'est bien l'agriculture. Christian, j'ai été très choqué d'entendre une Rwandaise dire qu'elle est partie au marché et qu'elle n'a trouvé que des produits importés de la France pour nourrir les Congolais. Comme si mais Christian, je crois que les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Dans les années 60, au plan de l'agriculture, le Congo était au même niveau que la Côte d'Ivoire. Dites-moi pourquoi maintenant on ne produit plus. On a connu dans ce pays l'OCV, l'Office des cultures vivrières. On a connu l'OCC. Toutes ces structures, c'était quoi? Mais parce qu'il y avait une agriculture qui existait. C'est la politique du Parti congolais du travail qui a lamentablement échoué. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires à travers. Ils ont échoué, mais la solution, c'est de mettre les Congolais au travail, de leur donner les moyens. Ce n'est pas de faire venir les Rwandais. D'ailleurs, Christian, il y a quelque chose qu'on n'explique pas aux Congolais. On parle des terres. Colline Makosso parle des terres. Mais pourquoi Colline Makosso ne parle pas de l'accord de coopération militaire et technique? Si ces accords sont maintenus, bien entendu, quand ils vont commencer à produire. Donc cet argent pourrait financer la guerre à l'est de la RDC. Et c'est là où ça devient intéressant. Il faut que les gens commencent à prendre un peu conscience de cela. Nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret, hein, c'est plutôt un secret de polichinelle. L'ONU a déclaré que le Rwanda était derrière, voilà, c'est le Rwanda qui a agressé la RDC par le M23. J'imagine un peu que cet argent serve, par exemple, pour financer cette guerre. Du coup, le Congo sera pris pour co-belligérant à cela. Et est-ce qu'on imagine un peu les représailles, le retour de cela? Parce que nous suivons aussi nos amis de la RDC, ce qu'ils disent à ce sujet. Il ne faut pas prendre ça à la légère, parce que quand ça passe au niveau des médias, ça veut dire qu'au niveau du sommet aussi, ils sont au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'on imagine les conséquences? Mais Christian, tu soulèves un problème extrêmement important. D'autant que nous avons découvert à travers la presse que le Rwanda a signé un accord avec l'Union européenne pour fournir des minéraux. Mais ces minéraux, le Rwanda ne les a pas. Ils sortent d'où? Maintenant, on nous parle encore de la dette qui est repartie à 100% du PIB. Qu'est-ce qui se serait passé concrètement lorsqu'on sait que pendant toute cette période, on peut dire que le pétrole s'est bien vendu? Mais il faut regarder par rapport aux chiffres. Aujourd'hui, Christian, la dette du Congo est de 8 497 milliards au 31 décembre 2023. 8 497 milliards. Au 31 décembre 2022, elle était de 8 149 milliards. Donc, il y a bien une progression. Et lorsque vous parlez, lorsque vous déclarez l'année 2024, année de la jeunesse, l'une des préoccupations doit être la maîtrise de la dette. Parce que plus nous nous endettons, plus nous hypothéquons l'avenir des générations futures. Passer de 8 149 milliards en décembre 2022 à 8 497 milliards en décembre 2023, nous avons beaucoup de raisons de nous en inquiéter, surtout que l'on voit maintenant que le pétrole évolue bien. Le pétrole se vend très bien, on devrait même économiser. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous compter parmi nous sur Télar TV7 et bienvenue dans ce tout autre numéro de Droit de savoir
qui portera sur l'actualité congolaise et africaine. Au menu de ce décryptage, l'affaire Idever Mouni, quelles leçons tirées de la procédure engagée contre ce député du Parti congolais du travail. Nous reviendrons ensuite sur les accords illégaux sur la cession des terres arables du Congo-Brazzaville au Rwanda, une affaire qui défraie la chronique au Congo-Brazzaville. Une brève interpellation du directeur général des impôts, comédie ou justice à double standard. Ensuite, nous chuterons sur la procédure de saisie engagée de l'appartement de Claudia Sassou Nguesso, la fille du dictateur de Brazzaville, Sassou Nguesso, procédure engagée par la justice new-yorkaise. Voilà pour l'essentiel des titres de ce décryptage avec Clément Mirassa. Bonjour Clément. Bonjour Christian, c'est toujours un plaisir. Je vous en prie, Clément, et merci d'être encore avec nous sur le plateau de Droit de Savoir. Ancien ministre du Développement industriel, ancien ministre du Commerce et président du PSDC, un parti politique de l'opposition congolaise. Alors, ma toute première question, c'est de savoir quelle est la procédure légale pour les traités et des accords internationaux conformément à la Constitution congolaise, l'actuelle Constitution, celle du 6 novembre 2015. Je fais allusion ici aux traités de paix, de défense, de commerce et les traités relatifs aux ressources naturelles. Merci pour la question Christian. Je suis heureux qu'on se réfère à cette constitution. Très heureux parce qu'en 2015, on a connu des événements douloureux dans notre pays pour le soi-disant changement de constitution. Mais il est déplorable et on ne peut que le regretter, Christian, de constater que cette constitution n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée par les gouvernants. Elle n'est pas respectée par les acteurs politiques. Et certainement, on peut déduire que les Congolais aussi, de fait, ne peuvent pas la... Maintenant, par rapport à la question... Oui, mais pendant que vous le dites, il est aussi important de rappeler qu'il y a eu une quarantaine de morts, des jeunes qui ont trouvé la mort, évidemment, par la répression policière. Et voilà, c'était juste un rappel parce qu'on n'en parle pas assez. Donc ici, ayant une pensée pieuse et noble pour eux. Maintenant, pour répondre à ta question, je crois, lorsque je lis le document qui s'intitule Constitution du 25 octobre 2015 ou du 6 novembre 2015, l'article 217 est clair. Le président de la République négocie, signe et ratifie les accords et les traités internationaux. Mais il le fait après autorisation de la ratification par le Parlement, ce qui n'est malheureusement pas actuellement suivi dans notre pays et qui pose un certain nombre de problèmes. Je crois qu'on va en parler, notamment en ce qui concerne le Rwanda. Alors, dans un entretien qu'il a eu avec la presse locale de Pointe-Noire, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso s'est tordu les méninges, c'est le cas de le dire, pour tenter d'expliquer que la cession des terres arables congolaises au Rwanda était conforme à la loi, d'autant plus, selon lui, bien sûr, il y a un décret qui avait été pris, numéro 2022, c'est ça, 58, du 18 mai 2022, autorisant expressement le Rwanda d'occuper une réserve foncière. Est-ce plausible comme explication? Moi, j'opposerai l'article 219 de la Constitution, et cet article est clair. Nulle cession, nul échange ou adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Christian, je vais parler en Kikongo. Il faut que Koliné-Makosso Zaba, naba ministre Ayandi, que ba Congolais même manga ba mambwina. Ba Congolais ba boy makambo ya mabele wana. Tokopesa mabele na biso na ba Rwandais te, ya mabele na biso. Tozwaki yango na bakoko na biso, tokotika yango na bana na biso na bakoko na biso. Il faut que le gouvernement congolais, na présence à Souba Yeba, que ba Congolais ba lingi makambo wana te. Il faut que makambo ya mabele na ba Rwandais ici là, ba Rwandais ba kende na mboka ba na bango, ba tika ba Congolais to lingi kimia na mboka na biso. Donc il faut que ce soit clair. Donc c'est pas la peine, Christian, qu'on essaie de rentrer dans des théories sans même respecter les textes. Et on touche un problème grave là-dessus, Christian. Tous les gouvernants qui parlent de la cession des terres, aucun d'eux n'est conforme à la loi.
Aucun d'eux n'est conforme à la Constitution. C'est déjà un problème de base. Et il ne faut pas sur ce problème. Je Et me c'est la rappelle, question que j'allais vous poser à Clément Mirassa. Est-ce qu'un décret présidentiel peut supplanter, par exemple, la loi fondamentale? ben, c'est pas possible. Les décrets sont pris en application des lois. Et lorsqu'il y a la Constitution, la loi fondamentale, il y a d'autres lois pour essayer d'expliciter les choses et les décrets viennent en application. Donc, ce n'est pas la peine. Si mes souvenirs sont exacts, à un moment donné, on a même parlé de bal ou de contrat amphithéotique. On est parti chercher des mots savants pour nous endormir, mais les Congolais sont clairs. Betizola ba mambui na ve. Il faut que ba Rwanda ba vanda na bois là-bas ou ba Congolais pe ba vanda na bois là-bas. Mais ba besoin que ba Congolais zola avec la agriculture ya una ba kwenda kubaka ba Rwandais. Bazonza tiatu autosuffisance alimentaire d'ici à 2000. Inki ba salak. Inki ba salak. Inki ba mepes na ba jeune. C'est l'année de la jeunesse, non? Mais c'est pas là où il devait mettre la jeunesse à faire l'agriculture. Mais s'il y a un créneau pourvoyeur d'emploi au Congo, mais c'est bien l'agriculture. Christian, j'ai été très choqué d'entendre une Rwandaise dire qu'elle est partie au marché et qu'elle n'a trouvé que des produits importés de la France pour nourrir les Congolais. Comme si mais Christian, je crois que les jeunes ne connaissent pas l'histoire. Dans les années 60, au plan de l'agriculture, le Congo était au même niveau que la Côte d'Ivoire. Dites-moi pourquoi maintenant on ne produit plus. On a connu dans ce pays l'OCV, l'Office des cultures vivrières. On a connu l'OCC. Toutes ces structures, c'était quoi? Mais parce qu'il y avait une agriculture qui existait. C'est la politique du Parti congolais du travail qui a lamentablement échoué. Et vous voyez que quand ils avaient annoncé que l'autosuffisance alimentaire à l'an 2000, on importait pour près de 120 milliards de produits alimentaires. Mais figurez-vous que maintenant, on importe pour près de 700 milliards de produits alimentaires. Non. Il ne faut pas chercher les boucs émissaires à travers. Ils ont échoué. Mais la solution, c'est de mettre les Congolais au travail, de leur donner les moyens. Ce n'est pas de faire venir les Rwandais. D'ailleurs, Christian, il y a quelque chose qu'on n'explique pas aux Congolais. On parle des terres. Colline Makosso parle des terres. Mais pourquoi Colline Makosso ne parle pas de l'accord de coopération militaire et technique? Cet accord a été présenté à l'Assemblée 2 fois. Il a été présenté à l'Assemblée en décembre 2022. L'Assemblée ne l'a jamais examiné. On a promis de faire examiner à la prochaine session. Après, on l'a représenté à l'Assemblée en août 2023. Ça n'a jamais été examiné. Pourquoi? Pourquoi il y a cette envie de faire discuter et pourquoi on ne discute plus? Christian, les choses sont claires. Il y a des choses qu'on veut cacher aux Congolais. On ne veut même pas montrer ces accords aux Congolais et on vient. Non, les Congolais ne veulent pas de ces accords. Il faut que les gouvernants en tirent toutes les conséquences. Nous voulons de la paix. Nous ne sommes pas dans les... Les Congolais veulent de la paix. Que les Rwandais restent chez eux et que les Congolais vont exploiter ces terres. Je vois d'ailleurs ce que l'actuel ministre Ngobo essaie de faire pour l'agriculture. Il semble qu'il est en train de combler, si je suis bien les informations, le déficit que nous avons nous-mêmes creusé depuis l'indépendance dans ce domaine. Voilà. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'accord aussi militaire. Voilà. Je ne sais pas si c'est une assistance mutuelle sur le plan sécuritaire. Il y a l'accord sur les terres, dont on est en train d'ailleurs de parler aujourd'hui. Et quelque part, ce qu'on ne nous dit pas, et c'est ce que moi j'ai cru comprendre, c'est que ces accords ont été signés entre Denis Sassou Nguesso, son fils, et la société Crystal Ventures Limited. En fait, c'est une société, on pourrait dire, c'est le bras financier de Paul Kagame, de la dictature rwandaise. Ça veut dire quoi? En d'autres termes, avec ces accords, le Congo pourrait financer d'une manière donnée la répression au Rwanda, comme il pourrait aussi financer
si ces accords sont maintenus, bien entendu, quand ils vont commencer à produire. Donc cet argent pourrait financer la guerre à l'est de la RDC. Et c'est là où ça devient intéressant. Il faut que les gens commencent à prendre un peu conscience de cela. Nous savons qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret, hein, c'est plutôt un secret de polichinelle. L'ONU a déclaré que le Rwanda était derrière, voilà, c'est le Rwanda qui a agressé la RDC par le M23. J'imagine un peu que cet argent serve, par exemple, pour financer cette guerre. Du coup, le Congo sera pris pour co-belligérant à cela. Et est-ce qu'on imagine un peu les représailles, le retour de cela? Parce que nous suivons aussi hein, nos amis de la RDC, ce qu'ils disent à ce sujet. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que quand ça passe au niveau des médias, ça veut dire qu'au niveau du sommet aussi, ils sont au courant de ce qui se passe. Est-ce qu'on imagine les conséquences? Mais Christian, tu soulèves un problème extrêmement important, d'autant que nous avons découvert à travers la presse que le Rwanda a signé un accord avec l'Union européenne pour fournir des minéraux. Mais ces minéraux, le Rwanda ne les a pas. Ils sortent d'où? C'est pour ça que lorsqu'on revient à notre pays, il faut que les Congolais y pensent. Quand les Rwandais se vantent d'avoir 980 km², ça veut dire que sur ces 980 km², ils vont avoir accès, y compris à l'exploitation des minéraux. Oui, oui, mais c'est prévu dans les accords, c'est prévu. Ça veut dire, en fait, que nous contribuons au financement et au soutien du Rwanda dans les efforts guerriers que le Rwanda est en train de déployer à travers le continent, particulièrement au niveau de la RDC. Et moi, je suis de ceux qui pensent que les Congolais ne doivent pas soutenir cette voie. C'est pour ça que je dis. Mais dans tous les cas, dans leur grande majorité, les Congolais disent non à ces accords. Et dire oui à ces accords, c'est chercher à perturber la paix. On ne peut pas parler de paix et en même temps chercher à la perturber. Les médecins ont l'habitude de dire vaut mieux prévenir que guérir. Nous n'avons pas besoin de ce qui se passe actuellement. D'ailleurs, vous avez suivi quand Denis Christel Sassou Nguesso a fait le point, je crois en juillet 2023 au Rwanda, parler de ricin, etc. Et maintenant, on entend parler de piment, de soja. Donc, c'est une confusion totale. Et on ne veut pas mettre ces accords à la disposition des Congolais. On ne veut même pas qu'ils soient ratifiés par le Parlement. Alors, quand le Premier ministre parle de ce que vous parlez de l'autorisation, mais il faut dire au Premier ministre que son gouvernement n'a jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout pour présenter ces documents au Parlement, qu'il y ait des débats au Parlement, que les Congolais vont suivre. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un agenda caché. Regardez d'ailleurs, pendant que vous le dites, Clément Mirassa, mais la presse attendait que Anatole Coliné Makosso vienne présenter cet accord-là devant la presse pour que les Congolais en prennent connaissance, au lieu de venir citer un décret présidentiel. Mais on le lui a demandé depuis. Christian, il faut noter, du point de vue de la chronologie dans le temps, l'accord de coopération militaire et technique a été signé en novembre 2021. Novembre 2021, avec un certain nombre d'autres accords. L'accord de partenariat économique et de promotion et de protection des investissements, lui, a été signé en avril 2022. Regarde le décalage. Nous sommes en 2024. Pourquoi le gouvernement hésite à présenter ces documents, même à la discussion au niveau de notre Assemblée nationale, où on est censé trouver nos représentants qui ont été élus au suffrage universel? Il y a quelque chose qui ne va pas. Référons-nous à l'article 5 de la Constitution, qui dit que la souveraineté appartient au peuple, qui l'exerce par le suffrage universel, par ses représentants élus ou par voie de référendum. Donc, à mon avis, les gouvernants doivent comprendre. Et le dernier point que je vais dire, Christian, c'est d'attirer l'attention des Congolais pour qu'ils en prennent conscience. Et que nous utilisons toutes les voies, surtout toutes les voies pacifiques, pour mettre fin à ces accords. Ces accords il faut qu'on en termine et que
on ne laisse pas les gouvernants continuer dans le chemin. Voilà comment je termine ce point-là. Alors, évidemment, toujours sur ce volet, Anatole Collinet Makosso pense que les Congolais qui en parlent sont susceptibles de troubler l'ordre public. Comment comprendre cette approche? Mais on ne parle pas. D'abord, il y a l'article 25 qui garantit la liberté d'expression. Et puis, je ne sais pas, il y a quel autre article qui garantit la liberté de manifestation. Donc, les Congolais peuvent de façon pacifique demander les autorisations aux autorités du pays pour faire soit des marches, soit des meetings. C'est l'expression même démocratique. Si vous commencez à enlever ça, vous ne pouvez pas à la fois dire que vous êtes des démocrates et à la fois ne pas permettre à la démocratie de s'exercer. Ce n'est pas à ces moyens que la démocratie s'exerce. Et il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis que je ne suis pas d'accord. S'il y a une activité ou une action qui est menée, si je juge, je la juge bonne, mais je n'y prendrai pas, etc. Il n'y a aucun problème. C'est le gouvernement qui devra prendre des dispositions pour assurer la sécurité des manifestations, marches, meetings, sittings ou quoi. Pour sur ces problèmes, il faut que les Congolais s'expriment. Et alors, pourtant, dans le même sens, il y a les médias rwandais qui en parlent tout le temps. Et c'est le constat que j'ai fait finalement. Si vous voulez bien comprendre ce qui se passe au niveau de ces accords, mieux vaut aller suivre les médias rwandais qui en parlent ouvertement. Hein. Chez eux, ça passe. Mais curieusement, la presse congolaise n'en parle pas, sinon jamais. Et c'est curieux. Quand Colline Makosso dit que les Congolais qui en parlent sont susceptibles de créer le trouble à l'ordre public, ce qu'il ne veut pas nous dire, comment ferait-il avec les médias rwandais qui en parlent tout le temps? On a même entendu une Rwandaise dire, non, c'est un Rwandais qui a dit, c'est désormais notaire. Il a bien affirmé. Désormais, ce sont leurs terres. Et les mots ont un sens. Quand quelqu'un a dit ça, il faut comprendre ça de la manière la plus explicite, bien entendu. Que peut faire Colline Makosso? On attend qu'il aille dire aussi à ces Rwandais de se taire. Sinon, pourquoi ces petites intimidations vers les Congolais? Christian, resuivez l'interview qui a été faite lors de la rencontre entre le président Kagame et le président Sassou lorsque Denis Christel Sassou Nguesso était en train de faire le point pour dire que en fait il y avait déjà attribution des terres, tout ça alors que rien n'avait été encore été ratifié. On a posé la question au président Sassou. Je souhaite que vous repassez au Congolais cet élément. On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il pensait des Congolais qui étaient assez critiques sur ces accords. Le président Sassou a dit qu'ils n'ont rien compris, mais ils finiront par comprendre. Que ce n'est pas crédible. Que ce n'est pas crédible. Donc, il s'agit des gens qui n'ont pas compris. Bon, on va toujours leur expliquer. Tout le monde ne peut pas comprendre au même moment. Hein, nous allons continuer d'expliquer, mais à notre niveau, les choses sont très claires et rentrent bien dans l'idée que nous avons de la construction de l'Afrique ensemble. Et s'il y a des gens qui pensent comme ça, on va le leur expliquer. Et ils finiront par comprendre. Mais les Congolais ont compris. Ils n'ont pas compris grâce au gouvernement congolais. Ils ont compris grâce à la population rwandaise qui, dans une déclaration fracassante au niveau de la télé rwandaise, a annoncé que le Congo a offert 980 km². Donc, il n'y a plus de discussion. C'est au-delà même de la cession. Ils ont dit qu'ils ont offert et il ne leur reste qu'à venir les occuper, alors que nos gouvernants ne voulaient pas nous dire la vérité. Mais c'est les Rwandais qui nous ont... Parce que un accord entre deux parties ne peut pas avoir deux interprétations différentes au Congo et puis au Rwanda. Mais moi, je considère que c'est le Rwanda et je crois que cet élément, il faut que vous le passiez, que vous le repassez pour que les Congolais comprennent véritablement que les gouvernants congolais avaient offert déjà 980 km². C'est inimaginable. C'est du jamais vu. Voilà, on va donc proposer à nos téléspectateurs cet extrait, bien sûr, du discours. C'était évidemment à Kigali. Et on revient sur le plateau pour continuer avec notre décryptage. Suivez.
Les entrepreneurs et autres membres du secteur privé du Rwanda ont visité récemment les terres que le Congo-Brazzaville a offertes au Rwanda, des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitées. Après cette visite, ils ont décidé d'en faire bon usage en investissant dans des activités agricoles qui incluent l'élevage en prenant note de la fertilité de ces terres. Patrick Nividandine en fait le point. Entre le 4 et le 8 mars de cette année, certains membres du secteur privé du Rwanda ont visité le Congo-Brazzaville et ont découvert les 2 terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous voulons être le premier à commencer à faire des affaires au Congo-Brazzaville en tant qu'entreprise Sinagera et nous croyons que nous pouvons y cultiver et transformer du piment pour pouvoir vendre dans la région et profiter des ports pour l'exportation à tel point que nous pourrons envoyer ces piments vers le Rwanda. J'ai décidé d'y aller et de cultiver du maïs, du soja et des arachides car le sol y est très fertile. Nous sommes allés sur leur marché et nous avons constaté qu'ils importaient de la nourriture depuis la France et d'autres pays voisins. Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours. Mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Cette initiative a été déclenchée par une visite effectuée par le président Paul Kagame au Congo-Brazzaville au mois d'avril il y a 2 ans. Suite à cette visite, par réciprocité, le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville avait visité le Rwanda en juillet de l'année suivante. Le monde des affaires au Congo-Brazzaville nous a réservé un accueil chaleureux et s'est dit impatient de travailler avec nous pour satisfaire le marché local, régional et au-delà, à travers le port de ce pays, le reste du monde. Je remercie donc le président de la République d'avoir travaillé et fait en sorte que nous obtenions ces terres, tout en veillant à nos intérêts comme il est fait toujours. Nous étions sans voix quand nous sommes arrivés ici et maintenant nous devons cultiver et rendre cette terre productive. Il y a ici beaucoup de potentialités dans ce projet et cela peut résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire et aider également d'autres pays tout en donnant plus de revenus à nos investisseurs, mais c'est quelque chose que nous devons faire correctement et ensemble. Le Rwanda et le Congo-Brazzaville font tous 2 parties de la CEEAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, forte de 11 nations et son énorme potentialité commerciale. Mais certaines choses doivent d'abord être abordées avant que ces potentiels puissent être pleinement réalisés. C'est une région très riche, dotée en ressources naturelles, en matières premières, mais malheureusement jusque-là, toutes ces matières premières sont exportées sans aucune transformation. Bien voilà, alors Clément Mirassa, venons-en à l'affaire, le volet, affaire Idever Moigny. Le 3 avril dernier, 104 députés sur 107 ont acté la levée de l'immunité parlementaire de Aimé Idever Moigny. 2 se sont abstenus et 1 a voté contre. Le député a ensuite été déféré à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville, attendant bien sûr son procès. Quelle lecture peut-on faire de cette affaire à la date d'aujourd'hui? Bon, je commencerai par faire un commentaire. J'ai été très admiratif d'un de nos compatriotes congolais qui est juriste, je crois, qui a fait une vidéo dans laquelle il a déploré la procédure. Et il a critiqué ce qui s'est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Il a critiqué le mandat de dépôt qui a été délivré par le président de la Cour suprême, qui est en même temps président de la Haute Cour de justice, en disant que la procédure n'avait pas été suivie. Et en cela, il s'est référé sur 2 articles. Le premier article, c'est l'article 130 de la Constitution qui dit en fait que aucun député ne peut être suivi sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Mais il a beaucoup plus insisté sur l'article 193, selon lequel les membres du Sénat, les membres de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, les ministres, les membres de la Cour suprême, les membres de la Cour constitutionnelle sont justiciables devant la Haute Cour de justice. Mais il a fait remarquer
à travers cet article que c'est après que le Congrès, le Parlement se soit réuni en Congrès et ait procédé à un vote à bulletin secret, alors qu'à l'Assemblée, le bulletin était fait à main levée. Donc, je crois que le problème aujourd'hui qui se pose à la lumière de ce genre de déclaration, la procédure a-t-elle été suivie, oui ou non? Si elle n'a pas été suivie, que faisons-nous? Maintenant, pour revenir au reste, Christian, je suis surpris de la rapidité avec laquelle cette affaire s'est dénouée entre le moment où elle s'est déclenchée et le moment où on a décidé d'envoyer le député Aimé Hidevert-Moigny en prison. Pourquoi? Il y a tellement de scandales en termes de crimes économiques et financiers. Les vidéos circulent. À un moment donné, on pensait que c'était les ONG internationales qui voulaient déstabiliser le pouvoir de Brazzaville. Mais maintenant, c'est les Congolais eux-mêmes qui vivent les scandales. Les 14 000 milliards. Les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Le FIGA. La somme de 9 milliards. Des pensions de novembre et décembre 2016 détournées à la crève. La liste est tellement longue. Les Panama Papers qui ont révélé qu'il y avait 6 Congolais qui détenaient 5 500 milliards dans les paradis fiscaux. Ce n'est pas des documents, ce n'est pas des dossiers aussi importants, aussi lourds. Pourquoi les députés, les ministres et les autres qui sont impliqués dans ces scandales ne sont nullement inquiétés? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est normal? Moi, j'entends dire que la loi, c'est la loi. Elle est dure, mais elle doit s'appliquer à tous, dans toute sa rigueur. Pourquoi il n'y a pas de rigueur? Et je peux ajouter, avant peut-être que tu ne réagisses, mais je l'ai dit tout à l'heure, Christian, on a changé la Constitution en 2015. Mais pourquoi cette Constitution n'est pas respectée? Pourquoi la Constitution de 2002 n'a pas été respectée? Et quand elle n'est pas respectée, pourquoi ceux qui ne la respectent pas ne sont pas frappés par la loi? Non, ne faisons pas ça. Il n'y a pas deux catégories. Clément Mirassa, au-delà de tout, est-ce qu'on peut aller dans le fond? C'est vrai que la procédure, oui, tout le monde le sait aujourd'hui, que la justice congolaise est une justice à double standard, c'est-à-dire il y a des personnes qu'on peut passer devant voilà le tribunal, d'autres voilà, c'est des ayatollahs comme on les appelle, les ayatollahs, ceux-là qui tout est permis, on s'inquiétait de quoi que ce soit. Alors dans le fond, est-ce qu'il n'était pas normal que son immunité soit levée pour avoir évidemment avoué un certain nombre de crimes de masse, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, déstabilisation d'un pouvoir légalement établi. Il faut aussi parler et de toute nature de crimes. Hein, c'est lui-même qui l'avait avoué et c'est du terrorisme qu'il avouait en fait, qu'il était à la manœuvre. Et puis tout à l'heure, on parlera même de certaines révélations qui commencent à tomber de lui. Est-ce que dans le fond, il n'était pas normal qu'il soit rattrapé par la justice, même si elle fonctionne à dents de scie, là encore, on se pose la question. Moi, je dirais une première chose. Dans tous les cas, il est présumé être innocent. Parce que j'ai cru comprendre que tout ça a été déclenché par lui-même. Parce qu'il s'agit d'une conversation privée qu'il avait, je ne sais pas si c'est avec un ami, avec un collaborateur ou quoi. Ça, c'est... Mais au vu de ce qui est ressorti, semble-t-il, dans le rapport de la CID au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai retenu qu'on lui reprochait un chef d'accusation que je juge extrêmement grave, détention illégale d'armes et de munitions de guerre. C'est déjà un chef d'accusation, je crois, suffisamment lourd. On l'accuse aussi de diffamation, de diffusion de fausses informations et d'atteinte à la sûreté de l'État. Il faut noter une chose. Il s'agit d'un député d'un parti de la majorité présidentielle. On aurait parlé d'un opposant, on aurait dit, mais il s'agit de quelqu'un de la majorité présidentielle. Ce que les Congolais ont retenu de fort dans ce que Moigny a dit, c'est de dire, tiens, mais eux aussi, ils se rendent en fait compte que le pays va mal, très mal, et il faut qu'on en sorte sur les plans de sécurité, tout ça. De ce point de vue,
tout en respectant les dispositions de la Constitution. Qu'est-ce que j'entends par disposition? Il est présumé innocent. Il ne faut pas qu'il subisse des traitements dégradants, il ne faut pas qu'il subisse des tortures, il ne faut pas qu'il subisse un certain nombre de choses. Par rapport à ça, il est bon que l'occasion lui soit donnée de donner sa version des faits, puisqu'il avait dit lui-même que ce qu'il disait, ce n'était que de la vérité. Donc, il est capable, je suppose, dans des très bonnes conditions, de donner sa version des faits et de permettre à la justice et surtout aux Congolais d'apprécier. Parce que je souhaite, Christian, que l'on sorte de ces procès, qu'on aille à des procès publics qui permettent à l'opinion publique d'avoir son opinion, de se dire il a eu raison, ce n'était pas, etc., pour que l'on essaie d'avancer. Sinon, je crois que c'est tout à fait, pour moi, je trouve qu'il est tout à fait normal qu'on lui donne l'opportunité de s'expliquer sur les griefs qui lui sont reprochés. Et nous apprenions d'ailleurs que c'est encore à vérifier, il faut authentifier. On nous dit qu'il aurait été le chef de gang ou je sais pas de la milice qui est allé exécuter des religieux à Mindouli, je crois que c'est ça. Et il était aussi dans cette affaire de déraillement du train à Vongouti. Beaucoup de choses se disent autour, mais bon, comme vous l'avez dit, probablement qu'il faut pas probablement, tout le monde souhaite que le procès soit public pour que les Congolais découvrent finalement qu'est-ce qu'il y a dans... Christian, je vais te faire une confidence. J'ai été arrêté en G90. Et le chef d'accusation qui m'était attribué, c'était que j'étais le cerveau penseur d'un coup d'État. Ah bon? Je n'ai pas eu droit à un procès. Je ne suis pas militaire, mais en tout cas, le chef d'accusation pour lequel, et j'ai passé, Dieu merci, je n'ai pas été torturé, je dois le reconnaître honnêtement, mais c'est pas facile d'être en prison. J'y ai passé 1 mois et quelques jours. J'ai été libéré à la faveur de la libération de tous les prisonniers politiques, Yombi, Ndalagraï, etc., etc. Mais à mon avis, il faut avoir la possibilité de s'expliquer et de donner sa version des faits. Alors, puisque nous parlons de la levée de l'immunité parlementaire, rappelons que le 17 août 2019, une dizaine d'organisations de la société civile congolaise, pilotées par l'Observatoire congolais des droits de l'homme, OCDH, avaient exigé la levée de l'immunité parlementaire ainsi que l'ouverture d'une enquête parlementaire et judiciaire contre Denis Christian Sassou Nguesso et Claudia Sassou Nguesso, compte tenu des révélations de l'ONG Global Witness qui, dans un rapport rendu public, accusait Denis Christian Sassou Nguesso d'avoir détourné à son profit plus de 50 millions de dollars, soit 30 milliards de francs CFA de fonds publics. Et dans un autre rapport, il ressortait que Claudia Sassou Nguesso avait bénéficié 20 millions de dollars de cet argent avec lequel elle va acheter un appartement sur la tour Trump Tower. Et jusqu'aujourd'hui, l'immunité parlementaire de Denis Christian Sassou Nguesso et de Claudia Sassou n'ont jamais fait l'objet d'un débat au Parlement. Comment comprendre cela? Je dirais tout simplement que l'article 15 de notre Constitution est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de l'État. Nul ne doit être favorisé ou désavantagé par rapport à son origine ethnique, familiale, par rapport à sa condition sociale, par rapport à ses convictions politiques. Oui, mais est-ce que c'est le cas de relancer le dossier Clément Mirassa? Oui, tout ça, nous voulons bien. Non, mais qu'est-ce que l'opposition peut faire maintenant là que l'affaire... D'ailleurs, il y a... Oui, pardon? Tous ces dossiers, à mon avis, ils doivent être vus par la justice. On ne peut pas faire 2 poids 2 mesures. Il faut bien que les Congolais se sentent tous concernés. Il n'y a pas de raison. Parce que, en plus que la Constitution dit que toute personne présumée n'est pas coupable.
on a la présomption d'innocence. Mais il faut donner la possibilité à tout un chacun qui est mis en cause de s'expliquer. Regardez même dans les pays qui sont très avancés au plan démocratique. Lorsque vous êtes mêlé à une affaire de ce genre, mais vous démissionnez de vos charges pour aller vous mettre à la disposition de la justice afin que la justice fasse le point. Il y en a qui s'en sont bien sortis, il y en a, etc. Mais il n'y a pas de raison. Et sur le cas que tu soulèves, Christian, je suis un peu agacé. Pourquoi? Je me rappelle de cette journée du 16 février 2016, lorsque Jean-Marie Michel Moukoko a fait acte de candidature pour l'élection présidentielle de 2016. Dès le soir, une vidéo a commencé à circuler, comme quoi, je ne sais pas, il s'était passé, etc., etc. Et après, cette affaire a atterri à ce qu'on appelait à l'époque la sécurité d'État, qui est devenue la CID. Et ça a abouti à ce que Jean-Marie Michel Moukoko soit dans les conditions que nous connaissons actuellement. Plus récemment, nous avons suivi. C'est à partir d'une vidéo que le procureur adjoint de la République a pratiquement s'est occupé de la situation des jeunes élèves qui au lycée du 5 février 1900. Alors, il y a des cas où les vidéos sont prises en ligne de compte, d'autres cas où les informations ne sont pas prises en ligne de compte. Mais quand vous évoquez une affaire qui se déroule aux États-Unis, mais nous avons le droit de nous connecter et de faire une chose. Et je rappelle une chose qui me fait sourire d'ailleurs. Quand vous avez parlé du Premier ministre, quand il est venu en France, je crois en juin 2023, on lui a posé la question sur Orion Hall. Et moi, j'ai été surpris d'entendre le Premier ministre dire que dans tous les cas, il n'y a jamais eu de plainte sur la moindre affaire au niveau du Congo. Mais je crois que maintenant, on se rend compte qu'il y a des affaires. Puisqu'il n'y a pas longtemps, le procureur de la République au Congo-Kala a pratiquement mis aux arrêts près de 21 douaniers ou transitaires ou quoi. Je crois que le directeur général des impôts, même si c'est dans des conditions que l'on ne maîtrise pas bien. Donc, je crois que maintenant, et je rappelle, avant de terminer sur ce point, que la société civile congolaise, que j'encourage, que je soutiens, a déposé une plainte auprès du doyen des juges pour les 14 000 milliards. Donc aujourd'hui, il y a une grande prise de conscience et il y a une volonté de faire que les Congolais soient bien informés et bien édifiés. Donc, à mon avis, ce qui est arrivé à Moigny, c'est un député, mais pour n'importe quel autre député, si les questions sont posées, ben, il faut, à mon avis, construire la procédure. Oui, mais donc je disais, est-ce que ce n'est pas le moment de relancer, par exemple, la demande, la levée de l'immunité parlementaire de Christelle Denis Sassou Nguesso et de Claudia Sassou Nguesso, d'autant plus que le 3 avril dernier, 3 avril 2024, Le Monde apprenait que la justice new-yorkaise avait engagé une procédure de saisie de cet appartement qu'elle juge avoir été acheté avec de l'argent volé au trésor public. Il faut qu'on vienne nous démontrer que finalement cette information aussi est fausse. Il faut que nous interpellons la CID, puisque le dernier dossier pour lequel le procureur au Congo-Kala a intervenu, semble-t-il, a été bien exploité par la CID. Je rappelle d'ailleurs, Christian, que la CID, qui est de la continuation de la sécurité d'État, avait déjà travaillé après le discours sur le message du chef de l'État en 2017 sur les malversations financières au fonds de soutien de l'agriculture. Et ils étaient arrivés à une conclusion qu'il y avait des gens qui avaient pris de l'argent et ça n'a plus continué. Donc, il faut interpeller la CID, il faut interpeller tout le système judiciaire, il faut interpeller les gouvernants pour que l'on respecte nos propres lois et qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait des Congolais qui soient privilégiés, qui ne soient nullement inquiétés, même lorsqu'il y a des gros soupçons qui pèsent sur eux, alors que pour d'autres, il y a un empressement à ce qu'on les envoie véritablement en prison.
Oui, vous parlez de 98, mais il arrivait que sur vos antennes, les gens montaient la dette à 107, 108%. Toujours est-il qu'effectivement, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Aujourd'hui, elle est à combien? Elle est autour de 91%, si je ne m'avance pas trop, mais 91%. Une baisse de 7 points. Oui, déjà. Et l'objectif pour nous, c'est de réussir à atteindre les critères de convergence de la CEMAC, c'est-à-dire ramener la dette à 70%. On espère pouvoir y arriver. Maintenant, on nous parle encore de la dette qui est repartie à 100% du PIB. Qu'est-ce qui se serait passé concrètement lorsqu'on sait que pendant toute cette période, on peut dire que le pétrole s'est bien vendu? Christian, c'est un problème qui me fait sourire. Il me fait sourire parce qu'à la conférence nationale, on a bien examiné que la dette constituait un lourd handicap pour le développement du Congo. Et je crois que les gouvernants, que ce soit le gouvernement du président Pascal Lissouba et les autres, ont travaillé pour que l'on arrive pratiquement au point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés en janvier 2010. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre dette qui constituait un lourd handicap a été ramenée pratiquement à 1565 milliards de francs CFA en janvier 2010, c'est-à-dire l'équivalent de près de 25,70% du PIB, alors que la norme CEMAC est de 70%. Aujourd'hui, je ne veux pas rentrer dans la guerre des chiffres parce que visiblement, je suis statisticien, je me rends compte qu'on a des problèmes de chiffres au Congo. Bon, le Premier ministre avait promis qu'il ramènerait à 70%, etc. Et actuellement, il y a un débat parce que le rapport de la CCA fait apparaître que aujourd'hui la dette représente 87% du PIB, alors qu'il y a d'autres analystes qui ont fait apparaître clairement que la dette frôle les 100%, ce qui est extrêmement dangereux. Mais il faut regarder par rapport aux chiffres. Aujourd'hui, Christian, la dette du Congo est de 8 497 milliards au 31 décembre 2023. 8 497 milliards. Au 31 décembre 2022, elle était de 8 149 milliards. Donc, il y a bien une progression. Et lorsque vous parlez, lorsque vous déclarez l'année 2024, année de la jeunesse, l'une des préoccupations doit être la maîtrise de la dette. Parce que plus nous nous endettons, plus nous hypothéquons l'avenir des générations futures. D'autant que nous ne sommes pas capables d'expliquer aux jeunes où sont passés les 14 000 milliards, malgré l'engagement qui a été pris par le président de la République de dire que chaque année, le compte de stabilisation allait être audité et que l'audit allait être rendu public. Depuis, il n'y a plus rien qui se dit. Donc, c'est un phénomène véritablement inquiétant. Passer de 8 149 milliards en décembre 2022 à 8 497 milliards en décembre 2023, nous avons beaucoup de raisons de nous en inquiéter, surtout que l'on voit maintenant que le pétrole évolue bien. Le pétrole se vend très bien, on devrait même économiser. Mais regarde, Christian, le problème en fait au Congo, c'est quoi? Inspirons-nous de l'exemple du Gabon. L'exemple du Gabon pour le remboursement de la dette, ça s'est fait comment? Mais il faut mettre un accent particulier sur la récupération de l'argent qui a été dilapidé. Vous ne pouvez pas, d'une part, dire qu'il y a précarité des moyens et d'autre part, savoir qu'il y a des gens qui ont dilapidé de l'argent, qui sont devenus archi-milliardaires alors qu'ils ne devraient pas l'être, et puis vous les laissez tranquilles sans être inquiétés. Et vous venez parler de l'année de la jeunesse. Mais l'année de la jeunesse, vous allez la faire comment? Et même dans le même temps, j'ai entendu dire le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso qu'ils n'ont pas pu financer le plan national de développement, le PND, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et voilà pourquoi moi j'ai expressément aussi posé la question, sachant que le pétrole congolais se vend très bien. Et c'est la ressource principale en fait. Christian, non, mais non seulement c'est la ressource principale, mais il faut attirer l'attention des gouvernants. Parce que lorsqu'ils font le budget, comme le budget 2024, il n'y a aucune ligne qui est prévue
pour la récupération dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, on considère ça tout. En fait, les gens se sont enrichis sur le dos de l'État et on les laisse jouir de leur fortune. Ils peuvent se promener, faire ce qu'ils veulent. Maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont poursuivis pour atteinte à la sûreté nationale. Mais quand il s'agit des crimes économiques et financiers, il n'y a rien qui se passe. Et moi, je suis convaincu. Parce que regardez, Christian, quand vous prenez ce rapport de la CCA, je dis qu'il y a un peu de méchanceté, Christian. Il y a un peu de méchanceté, pourquoi? Parce que la dette sociale, elle est évaluée autour de 565 milliards. La dette commerciale, qui devrait permettre de relancer l'économie, elle est évaluée à un peu plus de 600 milliards de francs CFA. Donc, vous avez pratiquement autour de 1200 milliards pour régler cette question. Mais diable, pourquoi n'agit-on pas pour récupérer? Et je vous rappelle, je te rappelle, Christian, je rappelle aux Congolais, posons même la question au président de la Haute Autorité de lutte contre la corruption, qui a déclaré le 9 décembre 2023, mais qu'ils ont fait des investigations, qu'ils ont mené des enquêtes et qu'ils étaient arrivés au niveau des délibérations, qu'ils allaient rendre public et ils allaient saisir la justice. Depuis, c'est silence radieux. On n'en parle plus. Ça veut dire qu'on a choisi de protéger ceux qui se sont enrichis de façon illicite. Le faisant, on laisse la dette grimper et on laisse les Congolais plonger dans la souffrance. Mais vous allez parler de l'année de la jeunesse. Qu'est-ce que vous faites pour ces étudiants qui ont beaucoup d'années sans bourse? Je crois que c'est les préoccupations premières. Les recrutements, je veux bien que l'on en parle. Mais il faut, à mon avis, il faut prendre la responsabilité de faire la lumière sur le niveau de l'endettement. Comment est-ce qu'on est tombé, la communauté... Oui, mais pendant que vous parlez de la création de l'emploi, donner de l'emploi aux jeunes, nous avons également entendu dire à Anatole Koliné-Makosso qu'il y avait aussi un chapitre, une option de révalorisation de l'emploi ou de, comment il appelait ça, c'est-à-dire faire de sorte que les emplois informels deviennent des emplois formels et aider, par exemple, les ménagères qui gagneraient 54 000, puisque c'est ça le SMIC au Congo, les aider à épargner ou... en fait, l'État devrait les accompagner. C'est ce qu'il a semblé dire. Le gouvernement devait accompagner ces Congolais qui ont des petits emplois, les rendre formels. En fait, moi, je n'ai rien compris de tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe concrètement? Bon, je ne rentre pas dans les explications de Koliné-Makosso. Je vais juste envoyer un message à Vous êtes un ancien ministre du Commerce, ancien Non, ministre... non, je ne veux pas rentrer vous savez des choses. Je ne veux pas rentrer dans... Je souhaite que Anatole Koliné-Makosso suive un certain nombre de déclarations faites par le président Alassane Ouattara et qu'il suive comment on traite le problème de la revalorisation des salaires. Mais Christian, je veux même bien... passer outre l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Je veux bien qu'on parle de cette rubrique. Je suis retraité, Christian. J'ai pratiquement 40 mois d'arriéré de pension. Je touche ma pension à l'indice 160, alors que j'aurais dû, depuis 2017, la toucher à l'indice 300. Alors vous voulez favoriser, changer, mais pour que les Congolais puissent suivre cette démarche, il faut qu'ils soient dans une condition salariale qui leur permette de suivre ça. Vous allez le faire avec quoi? Je veux bien, si j'ai une bonne chez moi, aller certainement voir, vérifier si elle est répertoriée à la CNCS, s'il faut valoriser, mais que ma propre condition soit d'abord valorisée. Quand on gagne 25 millions, 15 millions, on considère, on ne prend pas au sérieux ces problèmes.
Mais quand on gagne 200 000, quand on gagne 100 000, quand on se demande chaque jour comment on fait pour manger, je crois qu'on Non s'est... seulement, non seulement qu'on gagne 15 millions ou 25 millions, mais il faut dire aussi qu'on ne paye pas les taxes parce qu'ils sont payés à la Bon. main, en fait. Ce Donc, qui est à mon curieux. avis, Les à mon ministres avis, d'un gouvernement, pardon, les ministres d'un gouvernement payés à la main au Congo-Brazzaville, les députés, les sénateurs, les ministres. Comment expliquer ça? C'est incroyable. mais je fais un petit commentaire, Christian. Moi, je suis un peu préoccupé de la manière dont le gouvernement parle de l'année de la jeunesse. Je pense qu'ils auraient mieux gagné et que le peuple congolais aurait gagné si avant d'en parler, on avait fait les états généraux de la jeunesse. Et si on avait laissé ces jeunes s'exprimer. D'ailleurs, je vois sur les réseaux sociaux, il y en a qui prévoient une marche le 11 avril. Je ne sais pas si elle leur sera autorisée, parce que justement, ils estiment que la condition de la jeunesse est vraiment n'est pas sérieusement prise en compte par les gouvernants. Et puis ce n'est pas maintenant. Rappelle-toi, Christian, mais dans la Nouvelle Espérance, on avait prévu de créer combien d'emplois? 40 000 emplois par an. Mais on en a créé combien? Et les emplois, assez souvent, on parle de quoi? De quelques recrutements à la fonction publique, etc. Non. Prenons sérieusement le problème. Maintenant, je laisse le gouvernement qui a ça. J'ai même suivi un député, je crois que c'est le député Oyo, qui a fait une déclaration à la dernière session, je crois, d'interpellation du gouvernement pour dire que, d'après le suivi qu'il a fait, il y a eu que 20 emplois créés. Mais on est déjà au mois d'avril. J'espère que les 100 000, puisque c'est 10 000 dans 100 000 moins 20 emplois, on peut dans la commencer. 100 000 moins 20, on peut déjà avancer. Et puis voilà. Non. Alors, toujours sur l'économie, alors moi, la question que j'allais vous poser, c'est de savoir, puisqu'on a parlé de la dette qui était à 91% du PIB et qui devrait être ramenée à 70 selon Anatole Collinet Makosso il y a à peine 10 mois, et là, c'est reparti à 100%. Est-ce qu'on peut parler ici de, finalement, c'était un mensonge ou de l'incompétence carbone? C'est le cas de se poser des questions parce qu'on ne peut pas dire que la dette est à 91%, on veut la ramener à 70% et qu'un an seulement après, bon voilà, on se retrouve encore avec une dette à 100% de PIB. Abeille te dira qu'il ne t'a pas donné une programmation, sinon un chronogramme pour qu'il arrive à 70%. Peut-être que dans sa stratégie, il faut que ça monte d'abord pour descendre après. Mais ce qui est vrai, Christian, ce qui est vrai, le problème de la dette, nous le prenons avec beaucoup de légèreté. On devrait réfléchir et essayer de voir concrètement qu'est-ce qui s'est passé entre ce moment où nous avons atteint le point d'achèvement de l'initiative PPT, où on a ramené la dette à 25, parce qu'on vous dit que on a financé des projets. Mais, Christian, j'ajoute, et les Congolais le savent, de 2005 à 2014, les budgets ont dégagé des excédents budgétaires. Alors, nous avions des projets qui étaient prévus au budget, nous avons dégagé des excédents et nous nous sommes endettés. Au milieu, il faut bien expliquer cela aux jeunes. Et après, quand vous leur demandez de vous expliquer l'affaire des 14 000 milliards, mais c'est silence radio. Quand vous demandez, ça devient un crime de lèse-majesté. Il ne faut même plus poser la question, alors que c'est le chef de l'État qui avait dit que chaque année, la Cour des comptes et des disciplines budgétaires allait faire un audit qui allait être rendu public. Posons-nous la question, posons au Premier ministre la question, et malheureusement, les journalistes ne la lui posent pas souvent. Mais pourquoi depuis 2006 et jusqu'à ce jour, ça fait pratiquement 18 ans, aucun audit de ce qu'on a été fait? Et moi, j'ai mon analyse des faits. L'audit n'est pas fait parce que ce compte a permis l'enrichissement des gouvernants pour enfoncer les Congolais dans la misère et dans la pauvreté. Voilà l'explication que j'ai. Peut-être qu'ils apporteront les éléments, mais nous demandons que l'audit soit malgré tout fait. Il n'y a pas de raison qu'ils aient peur et qu'ils parlent tant de bonne gouvernance et de transparence. C'est là qu'on voit comment on doit avancer. Alors Clément Mirassa, le temps va vers sa fin. Nous allons donc aborder
La question, cette fois-ci, l'interpellation du directeur général des impôts, Ludovic Itoie, qui a été interpellé, une brève interpellation d'ailleurs. Un jour seulement après, il est sorti de là, voilà, après avoir payé bien sûr une caution de 18 millions de francs CFA. C'est quand même beaucoup d'argent, assorti bien sûr de quelques conditions, notamment interdiction de sortie du territoire national. Ces documents administratifs, en fait, passeport, carte d'identité, ont été confisqués selon les informations que nous avons. Mais ce qui est curieux, c'est que le monsieur a repris du boulot. Il a repris du service. Christian, je dirais, c'est beau le d'être Congo. C'est le Congo, dirait-on. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'aime toujours me référer à ces discours du 14 août 2009, où le président de la République a déclaré qu'il ne surprend personne en Afrique, en affirmant qu'en dépit des efforts multiformes, le Congo n'est pas, hélas, exempt de corruption, de fraude, de concussion, de détournement. Et il a conclu. Ici, ce sont les gouvernants qui sont interpellés. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas ces fameux gouvernants être interpellés. Au moins, on sent un frémissement, le directeur général des impôts, et on a vu sur les réseaux sociaux que le directeur général des douanes devait lui aussi être interpellé. Qu'est-ce que ça donne? Non, il faut être sérieux. Il faut traiter les dossiers du FIGA. Il faut traiter les dossiers que l'Amir Nguele a laissés entre les mains de la justice. Il faut répondre à la préoccupation du directeur général de la CREF, qui dit que le dossier des 9 milliards est arrivé au niveau de la justice et qu'il ne faut pas qu'il pourrisse, enfin, qu'il soit perdu dans la poussière, etc. Donc, s'agissant du directeur général des impôts, ce qui m'a surpris, franchement, à ce niveau de responsabilité, c'est qu'il ait repris ses responsabilités. Ce n'est pas sérieux. Vous ne pouvez même vous payer la caution et vous revenez prendre vos fonctions. Il faut demander au gouvernement de régler cette question. On ne peut pas être suspecté de faux et d'usage de faux et de détournement des deniers publics, même si on passe qu'une nuit et qu'on paye une caution et revenir au poste. Et j'ai vu oui, mais quand il repart au poste, je ne sais pas ce que ça signifie. Le monsieur peut aller effacer toutes les preuves, il peut vider, voilà, les mémoires, s'il y a lieu. Comment vont-ils faire des enquêtes, en fait? C'est là la vraie question. Parce que, Christian, ce qu'il faut noter, c'est qu'il est passé par la maison d'arrêt après une enquête menée au niveau de la centrale d'intelligence et de documentation. Donc, ils ont suffisamment d'éléments. À partir de ce moment, ils ne pouvaient plus venir occuper ce poste. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça. Je t'assure, il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça. Il n'y a qu'au Congo qu'on voit ça. Et je pense que les gouvernants peuvent se rattraper. Je pense que le ministre des Finances, etc., on ne peut pas avoir sur son dos de tels soupçons. Et puis on dort, etc. Et non, je crois qu'il faut régler cette situation. Il faut le laisser se reposer chez lui jusqu'à ce qu'il a pas la caution. Je ne sais pas encore que ça devienne la justice des riches. 18 millions, tous les Ou peut-être qu'ils ont voulu sauver l'honneur, je ne sais pas s'il faut dire, du Congo, parce que finalement, le 28 mars, donc juste un mois avant son interpellation, le 28 mars 2024, Ludovic Itoie a reçu une distinction du prix de bonne pratique fiscale 2023. C'est un prix sous-régional en plus. Est-ce qu'ils ont fait ça pour, je ne sais pas comment dire ça, non, peut-être, c'est ça, que l'on n'apprenne pas que le monsieur qu'on venait de décorer là, finalement, c'est un détourneur de fonds. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Non, peut-être qu'au Congo. Paradoxe. Peut-être qu'au Congo, le chef d'accusation de faux et d'usage de faux et de détournement des fonds publics fait partie des bonnes pratiques fiscales. Non, ne ridiculisons probablement, pas. Oui. Ne ridiculisons pas les pays. Je crois qu'il faut communiquer à ce genre de structures nationales, internationales ou autres, des bonnes informations pour que le pays ne soit pas ridiculisé. Vous voyez bien qu'on est ridicule là. Même si on l'a sorti avec caution, mais on se rend bien compte que cette structure qui a décerné ce prix n'avait pas les bonnes informations et il faut dorénavant qu'elle s'informe sérieusement. Parce que
Sur les réseaux sociaux, ce qui est apparu, c'est quoi? C'est que l'élément ou l'un des documents pour lequel les reproches lui sont faits, il est de 2021. Donc, c'est suffisamment connu. S'il s'agit de cette lettre qu'il a adressée au directeur général de la banque postale, etc., soi-disant pour régler un problème relatif à l'hôtel des impôts, mais je crois que c'est bien connu. Les structures nationales ou internationales devraient être au courant de ça. Je regrette. C'est dommage pour le Congo. Ça, c'est vraiment dommage pour le Congo. De toute façon, nous le savons, hein, c'est un secret de polichinelle. Au Congo, on achète même des distinctions. C'est sûr et certain que cette structure qui lui a décerné ce prix a dû être corrompue. Je mets ça encore entre guillemets, mais on le saura plus tard. Alors, nous allons terminer donc avec le Sénégal où le 24 mars dernier, vous avez suivi, il y a eu l'élection présidentielle au Sénégal où j'allais dire, des jeunes sortis, on dirait même de nulle part, finalement ont pris le pouvoir par la voie des urnes. Diomaye Faye, avec son mentor, bien entendu, Ousmane Sonko, et donc Diomaye Faye a été élu au premier tour en plus, à 54,28% des voix exprimées. Voilà. Quelle leçon peut-on tirer de la démocratie, j'allais dire, sénégalaise pour le Congo? Sinon, l'opposition sénégalaise, puisque tout le monde parle de l'opposition sénégalaise. Déjà, tout le monde a suivi ce qui s'est passé avec ce bras de fer entre l'opposition et le pouvoir qui était incarné par Macky Sall pendant 3 ans. Et qu'ils ont eu des démêlés, mais finalement, la population sénégalaise, le peuple sénégalais a tranché. Quelle leçon tirer de cette élection? La première leçon, c'est que le Sénégal est un bon exemple de démocratie. La deuxième chose, je suis très admiratif du président Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, le Premier ministre du Sénégal aujourd'hui, pour le courage qu'ils ont eu, surtout pour la réussite qu'ils ont eue pour créer cette complicité entre eux et la population. Il vous souviendra qu'à un moment donné, on avait demandé à Ousmane Sonko, je crois, de payer une amende, je crois que c'était de 200 millions, et on a vu comment les Sénégalais se sont mobilisés pour cotiser et rassembler une somme qui était supérieure au montant qui était demandé, ce qui est véritablement très admiratif. Maintenant, le reste, au plan africain, on a eu la confirmation que les changements de constitution sont des coups d'État. Et il faut les bannir parce qu'ils sont faits en violation de l'acte constitutif de l'Union africaine et de la charte africaine de la démocratie, des élections, etc. Vous avez vu à l'approche du mandat les tentatives qui ont été menées par le président Macky Sall pour essayer de prolonger le mandat, même si ce n'était pas pour 5 ans, etc. Mais vous avez vu, même si l'Assemblée, et ça aussi c'est une leçon qu'il faut retenir, parce que l'Assemblée a voté une loi violant la constitution sénégalaise. Parce que l'Assemblée avait voté une loi qui projetait l'élection au 15 décembre. Et quand il y a eu le dialogue national a également violé la constitution, cette fois-ci en ramenant l'élection au mois de février. Et on a vu comment la Cour, le Conseil, la Cour constitutionnelle, je crois, comment elle a émis un veto déclarant, premièrement, que la loi qui avait été prise par l'Assemblée était anticonstitutionnelle, en annulant le décret du président de la République, qui lui-même avait annulé du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui est resté droit dans ses votes. Et qui a demandé que le mandat, qui a insisté sur le fait que le mandat. Et ensuite, je termine par là, Christian. C'est un exemple, un bel exemple, malgré tout, d'alternance démocratique. Et en Afrique, il faut que nous nous battons. Pour revenir au Congo, je crois qu'il faut qu'on se batte pour ça. Il faut revenir à la limitation des mandats à 2.
2 mandats. Et après, parce que je vois au Congo, je sens le frémissement là. Quand les gens parlent de 2026, en fait, tout comme au Cameroun ou ailleurs, il y a beaucoup de gens qui spéculent sur la possibilité d'un 5e mandat d'ainsi. Mais regardons les faits. Regardons les faits. Et je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on se rende compte que l'alternance démocratique est un repère très, très, très important pour la démocratie. Et il ne faut pas au Congo. Moi, je ne crois pas, et je pense en ça à ce que le président Mahamadou Issoufou du Niger avait déclaré en disant « Je n'ai pas l'arrogance de penser que je suis un homme providentiel irremplaçable et qu'il y a beaucoup de Nigériens qui sont capables d'occuper le poste que j'ai. » Et je crois que c'est l'une des leçons que les Congolais devraient tirer. Les constitutions à 3 mandats, etc. Non, je crois que c'est 2 mandats. Et il faut qu'on se batte pour que dans le temps, le Congo revienne à la limitation des 2 mandats et que l'alternance puisse se réaliser, même au sein du parti. Vous avez vu que, c'est peut-être une des leçons que j'ai oublié de tirer, vous avez vu que le président Macky Sall a désigné son candidat. Vous avez vu que ça n'a pas été brillant. Ça veut dire quoi? C'est une autre leçon qu'il faut tirer. Au Sénégal, on ne peut pas dire qu'on ne perd pas une élection qu'on organise. Lorsque le dispositif est bien fait, la commission électorale est véritablement indépendante, mais on arrive au résultat. Et félicitations au Bassirou, au président Bassirou Diomaye Faye. Félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko. On leur souhaite beaucoup de réussite et je souhaite qu'ils œuvrent toujours pour qu'il y ait cette complicité entre la population et eux. Maintenant, il faut qu'ils relèvent les défis qui sont les leurs. Voilà un peu ce que je voulais. En tout cas, merci. Le Sénégal, c'est aussi, c'est ce qu'on peut dire, c'est l'illustration des institutions fortes et non des hommes forts. Et on l'a vu, les institutions sont restées, enfin, en tout cas, droits dans leur vote. Et comme vous l'avez dit, félicitations au Conseil constitutionnel du Sénégal. Probablement que le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle du Congo aussi pourra en tirer des leçons, on tombera des graines. En tout cas, merci beaucoup Clément Mirassa. C'est la fin de cette émission qui a porté sur le décryptage de l'actualité congolaise et de l'actualité africaine, particulièrement l'actualité sénégalaise. Mesdames, Messieurs, encore merci de nous avoir fait confiance. Cliquez sur le petit bouton, j'allais dire, le petit pouce en l'air juste en bas de cette vidéo. Aidez-nous à atteindre une plus large audience. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt.